L'année était 1969. La planète était divisée par des lignes idéologiques invisibles, mais aussi tangibles que des tranchées de guerre. L'Union soviétique, avec son communisme expansionniste, maintenait le monde occidental dans une tension constante. Les États-Unis, défenseurs du capitalisme et de la liberté occidentale, du moins dans la rhétorique, traversaient une crise identitaire alors que les soldats revenaient ensanglantés du Vietnam et que les manifestations civiles prenaient de l'ampleur dans les rues. Au milieu de tout cela, un conflit plus profond avait lieu, une guerre silencieuse, sans balles, mais avec des milliards de dollars en jeu. C'était la fameuse course à l'espace Bao 1, le bras de fer le plus grandiose et symbolique entre les deux superpuissances. Et aux yeux du monde, la Lune cessait d'être un simple satellite lointain, pour devenir un trophée politique absolu. Depuis le lancement du Spoutnik par les Soviétiques en 1957, les États-Unis tentaient de rattraper leur retard. En 1961, Youri Gagarin devint le premier homme dans l'espace, consolidant l'avance soviétique. Pendant ce temps, l'image des Américains en tant que puissance technologique vacillait. En interne, le président John F. Kennedy avait besoin d'un objectif impossible, un exploit capable de restaurer l'estime nationale et surtout de montrer au monde que l'Occident contrôlait toujours le récit du progrès humain. Ainsi, en mai 1961, Kennedy déclara que les États-Unis enverraient un homme sur la Lune et le ramèneraient sain et sauf avant la fin de la décennie. Une déclaration audacieuse, faite alors que le pays ne savait même pas encore placer correctement un homme en orbite. Mais plus qu'une promesse scientifique, ce fut un acte politique, un défi existentiel lancé à l'Union soviétique. En réalité, la course à l'espace ne concernait pas la science. Elle portait sur elle l'image, l'influence et le contrôle géopolitique. Celui qui conquérirait la Lune conquérirait l'imaginaire collectif de l'humanité. Il ne s'agissait pas seulement de suprématie technologique, mais aussi de vision du monde. Les Soviétiques avaient remporté les premières étapes, mais les Américains disposaient des moyens financiers, médiatiques et stratégiques pour transformer un exploit technique en spectacle mondial. Il était essentiel pour le gouvernement américain de montrer sa suprématie dans un domaine où la guerre pouvait être gagnée sans combat, l'espace comme symbole du progrès humain. Mais au fil des années, l'échéance fixée par Kennedy approchait, et les doutes s'accumulaient en coulisses. La NASA faisait face à d'énormes échecs techniques. Des missions explosaient, échouaient en orbite ou devaient être annulées. Les capsules Gemini et Mercury étaient rudimentaires, et les coûts devenaient incontrôlables. Le Congrès remettait en question les dépenses astronomiques, alors que des millions d'Américains vivaient dans la pauvreté. La pression était insupportable. L'agente spatiale devait réussir, quel qu'en soit le prix. De nombreux analystes de l'époque et des décennies suivantes ont suggéré que le contexte de 1969 était idéal pour une mise en scène mondiale. Le peuple avait besoin d'un triomphe, la presse d'un titre glorieux et le gouvernement d'un symbole. La Lune est ainsi devenue la soupape de toutes ces pressions. Et puis, le 20 juillet 1969, le monde s'arrêta. Selon les estimations, environ 600 millions de personnes ont regardé la transmission montrant un homme, supposément, marcher sur la surface lunaire. L'image était granuleuse, la voix métallique, l'émotion intense. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Cette phrase résonna dans le monde entier. Mais tout le monde n'a pas applaudi. Dès les premières minutes suivant la diffusion, des voix se sont élevées pour remettre en question l'authenticité de l'événement. Biik. Non pas par pur scepticisme, mais parce que le contexte géopolitique, l'urgence politique et les limites techniques rendaient tout cela trop crédible pour être vrai. Pour certains analystes conspirationnistes, les États-Unis ne pouvaient pas se permettre un échec public. Si l'alunissage n'était pas possible techniquement, la prochaine étape logique aurait été de le simuler. Et tous les éléments étaient réunis. Un budget de milliards, un contrôle total des médias, des studios fermés, des enregistrements sans interférence externe et une population avide de croire. À une époque de méfiance institutionnelle, de guerre médiatique et de manipulation narrative, l'événement de 1969 fut perçu comme la première grande pièce de théâtre diffusée en direct à toute la planète. Un moment plus symbolique que réel, mais d'une efficacité inégalée. Ainsi, avant même de remettre en question les photos, les vidéos, les mouvements ou la physique, beaucoup affirment que le contexte historique et politique de 1969
est déjà une preuve solide que quelque chose clochait. Car dans un monde où la propagande et le contrôle du récit priment sur la vérité objective, qui aurait vraiment intérêt à laisser la réalité gâcher une belle histoire? Lorsque l'on pense à la mission Apollo 11, on imagine généralement les images de Neil Armstrong descendant lentement l'échelle du module lunaire, le drapeau américain planté dans un sol stérile et une transmission en noir et blanc qui, à l'époque, représentait l'apogée de l'ingénierie humaine. Mais derrière ces images symboliques se cachait une structure colossale de planification, des milliards de dollars d'investissement et un réseau complexe d'intérêts politiques, militaires et médiatiques, que peu osent remettre en question. L'opération Apollo n'a pas été seulement un exploit technique, c'était une machine de pouvoir, silencieuse à l'extérieur et bruyante à l'intérieur, alimentée par des ambitions bien au-delà de la science. La NASA, fondée en 1958, est rapidement devenue l'épicentre de la stratégie américaine pour remporter la course à l'espace. Contrairement à l'image romantique d'une agence purement scientifique, la NASA a toujours eu des liens étroits avec le département de la Défense, surtout pendant la guerre froide. De nombreux contrats, technologies et décisions passaient par des filtres militaires. Le programme Apollo, lancé officiellement en 1961, a reçu des investissements qui, ajustés aux normes actuelles, dépasseraient facilement les 150 milliards de dollars. Cet argent a été réparti entre des centaines de sous-traitants, de laboratoires, de centres de recherche et d'industries étroitement liées au pouvoir politique. Les entreprises les plus bénéficiaires du projet, comme North American Aviation, Boeing, IBM et Rocketdyne, ne construisaient pas seulement des pièces de fusée, elles construisaient la narration d'un empire technologique et idéologique. Mais plus la structure est grande, plus il est difficile de la contrôler. Et c'est précisément dans les coulisses que sont apparus les premiers signes que quelque chose pouvait être dissimulé. Les ingénieurs ayant travaillé sur le projet ont rapporté des échecs récurrents des systèmes d'atterrissage, des problèmes de communication, des matériaux peu résistants à la chaleur extrême et des incohérences dans les calculs de rentrée atmosphérique. Des documents techniques internes, obtenus des années plus tard grâce à la loi sur la liberté d'information, révélaient que la NASA elle-même estimait les chances de succès de la mission Apollo 11 à moins de 50%. Pourtant, la mission a été approuvée et exécutée comme un spectacle mondial parfait, sans retard, sans erreur visible, sans hésitation. Pour de nombreux analystes, cela seul suffit à éveiller la méfiance. Même les lancements de satellites les plus modernes subissent des contretemps. Comment un exploit aussi risqué a-t-il pu se dérouler avec une telle perfection et dès la première tentative? Un autre point souvent ignoré par la version officielle est l'entraînement des astronautes. Bien qu'ils aient été hautement qualifiés et soumis à des simulations intensives, plusieurs experts soulignent que les exercices en apesanteur, réalisés dans des vols paraboliques et des bassins d'eau, n'étaient pas suffisants pour préparer quelqu'un aux conditions lunaires alors inconnues. Les températures sur la Lune varient de 173 degrés Celsius la nuit à plus 127 degrés Celsius le jour. La poussière lunaire est abrasive, électrostatique et hautement réactive. Aucun test terrestre ne pouvait reproduire fidèlement cet environnement. Et pourtant, selon les récits, tout s'est déroulé parfaitement, comme si les conditions avaient été contrôlées, comme dans un studio. Il existe également des questions logistiques rarement abordées. La quantité de carburant nécessaire pour atterrir précisément sur la Lune et en redécoller était gigantesque. L'atterrissage manuel effectué par Armstrong, avec seulement quelques secondes de carburant restantes, est présenté comme héroïque, mais de nombreux ingénieurs de l'époque ont remis en question la faisabilité d'une manœuvre aussi délicate, avec une technologie de calcul rudimentaire et sans navigation numérique avancée. L'ordinateur de bord d'Apollo 11, par exemple, avait moins de puissance de calcul qu'une simple calculatrice moderne, et aurait pourtant guidé le vaisseau à 384 000 km de la Terre pour un atterrissage en douceur. Cela défie même le bon sens technique. Derrière tout cela plane un élément encore plus sombre, le contrôle total de la narration. La NASA était la seule source d'information. Chaque transmission, photo et enregistrement audio passait exclusivement entre ses mains avant d'être diffusé au public. L'agence contrôlait entièrement ce qui serait publié et ce qui resterait confidentiel. Les journalistes de l'époque, à de rares exceptions près, n'avaient aucun accès direct aux coulisses. Toute la couverture médiatique provenait de centres de presse préconfigurés
où l'information arrivait sous forme de communiqués prêts à être diffusés. Si une mise en scène avait eu lieu, même partiellement, elle aurait été protégée par un mur institutionnel de silence et de protection stratégique. Enfin, il y a le cas étrange des studios de simulation lunaire. Dans les années précédant la mission, la NASA avait construit des décors imitant parfaitement la surface lunaire, avec des cratères, un éclairage contrôlé et des arrière-plans sombres. Ces environnements étaient utilisés, officiellement, pour l'entraînement et les tests. Cependant, les critiques affirment que beaucoup d'images publiques de la mission ressemblent étrangement à ces simulations, avec des ombres incohérentes, des arrière-plans indistincts et l'absence totale d'étoiles. Pour eux, l'argument du simple entraînement ne tient pas, car l'esthétique et la composition photographique coïncident de façon troublante. Enfin, il faut considérer l'impact politique de l'opération Apollo. En pleine guerre froide, il ne s'agissait pas seulement d'atteindre la Lune, mais de dominer l'imaginaire collectif mondial. Le monde devait voir, croire et applaudir. Et si cela impliquait de manipuler des images, de cacher des échecs ou même de reconstituer certaines parties de la mission, beaucoup pensent que le gouvernement américain n'aurait pas hésité. Car lorsque la narration sert une cause jugée supérieure, comme gagner une guerre idéologique planétaire, la frontière entre vérité et mise en scène devient floue et dangereusement commode. Le 20 juillet 1969, le monde retenait son souffle devant la télévision. La chaîne diffusait des images en noir et blanc, de faible résolution, mais cela n'avait aucune importance. C'était comme assister à l'écriture de l'histoire, comme si l'humanité franchissait ses propres limites. Puis, d'une voix étouffée, un homme posant le pied pour la première fois sur un autre corps céleste prononça une phrase qui allait marquer le siècle. C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Des mots qui gagnèrent immédiatement le statut d'épigraphe de l'ère moderne, gravés dans des livres, des monuments, des médailles et même des pierres tombales. Mais ce que beaucoup ignorent, ou ne prennent pas le temps de questionner, c'est que cette phrase si parfaite, si symbolique, cache en elle des doutes, des contradictions et des zones d'ombre. Était-ce vraiment une déclaration spontanée, née de l'émotion d'un moment historique, ou s'agissait-il d'un discours soigneusement répété pour émouvoir le monde et immortaliser une narration? Neil Armstrong était un homme discret, méthodique, peu enclin à la lumière des projecteurs. Pilote expérimenté, ingénieur compétent mais jamais décrit comme charismatique ou spontané. Tout au long de sa vie, il évita les interviews, parlait rarement de la mission en public et resta toujours éloigné du statut de célébrité qu'on lui avait imposé. Pour beaucoup, cela indique clairement qu'Armstrong portait un fardeau plus lourd qu'on ne l'imaginait. Si tout était réel, sa modestie pouvait être sincère. Mais si quelque chose avait été mis en scène, alors son silence aurait pu être une manière de protéger un secret aussi grand que la mission elle-même. Allons au cœur du sujet. D'où vient cette phrase? Selon la version officielle, Armstrong l'aurait improvisée au moment où il posa le pied sur la Lune. Mais il existe plusieurs versions contradictoires. Dans certaines interviews anciennes, Armstrong affirme y avoir pensé peu avant la mission. Dans d'autres, il dit l'avoir conçue pendant le vol. Plus tard, il révéla l'avoir écrite à l'avance et l'avoir gardée avec lui. Ces incohérences ont nourri des décennies de spéculations. Une phrase aussi parfaite ne surgit pas spontanément, elle s'écrit. Fait curieux, la NASA ne mentionne aucun discours préparé officiellement pour les astronautes. Pourtant, des mémos internes révélés des années plus tard ont montré qu'il existait un important travail de relations publiques lié à la mission et qu'une équipe de communication de la NASA était chargée de maximiser son impact médiatique. Les astronautes recevaient une formation sur la façon de se comporter en interview, de répondre aux questions et de se présenter au monde. Il est donc peu probable que la phrase d'Armstrong ait échappé à ce filtrage. Un autre point qui intrigue les analystes conspirationnistes est la prétendue défaillance audio dans la phrase. De nombreux experts en communication, phonétique et ingénierie sonore ont analysé les enregistrements originaux d'Apollo 11 et ont souligné qu'un mot manque dans l'audio diffusé. Ce qu'Armstrong aurait réellement dit, selon l'analyse phonologique, c'est « c'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». L'absence de l'article 1, un homme, change totalement le sens. Armstrong déclara plus tard que le micro avait peut-être échoué ou n'avait pas capté le mot. Mais pour les conspirationnistes, cela renforce la thèse d'un montage, d'un contrôle, voire d'un enregistrement en studio. Dans un environnement contrôlé, il est plus facile de justifier les erreurs par des défaillances techniques
que d'admettre l'artificialité de la scène. De plus, la structure de la phrase présente des éléments rhétoriques typiques des discours politiques et institutionnels. On y retrouve du parallélisme, du contraste et de la métaphore, tout ce qu'il faut pour produire un impact émotionnel. La construction rappelle fortement les discours rédigés par les services de presse de la Maison-Blanche lors de moments historiques. Il ne serait pas surprenant que cette phrase ait été écrite par des rédacteurs du gouvernement ou des consultants de la NASA pour maximiser sa portée symbolique. Après tout, une mission à plusieurs milliards de dollars ne laisserait pas au hasard un moment aussi crucial que la première parole de l'humanité sur la Lune. Il existe aussi un détail troublant. Les documents découverts des décennies plus tard ont révélé que la NASA avait préparé à l'avance un discours funèbre en cas de décès des astronautes. Le texte était dramatique, poétique et soigneusement élaboré. Cela montre qu'il y avait effectivement une grande attention portée à la charge symbolique des mots, au point de préparer des discours pour tous les scénarios. Le discours d'Armstrong aurait donc très bien pu faire partie de cette même stratégie narrative, un acte théâtral soigneusement chorégraphié. Enfin, on ne peut ignorer ce qui s'est passé ensuite. Armstrong, bien qu'il ait été le protagoniste de l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire humaine, s'est retiré de la scène. Il parlait rarement de la mission, il évitait les interviews, et lors de ses rares apparitions publiques, il montrait un certain malaise. Il mena une vie discrète, loin de la politique, de la célébrité et de la narration héroïque qui l'entourait. Pour les sceptiques, cet éloignement est un signe qu'un trouble profond l'habitait, peut-être la conscience d'avoir participé à une vaste mise en scène. La phrase prononcée par Armstrong a pu être un jalon, mais elle a aussi pu être le bas premier acte d'un spectacle soigneusement scénarisé, écrit non pas sur le sol lunaire, mais dans des salles obscures où les narrations étaient façonnées pour gagner des guerres sans tirer une seule balle. Et si tout avait été pensé dans les moindres détails, jusqu'aux mots prononcés sur le prétendu sol lunaire, alors la question devient inévitable. Qu'est-ce qui, en plus de la phrase, avait été planifié? Peu de choses portent autant de pouvoir symbolique qu'une image. Dans un monde de plus en plus visuel, les photographies des missions Apollo sont devenues, au fil des décennies, des icônes incontestées de la suprématie technologique américaine. Le reflet dans le casque de Buzz Aldrin, le drapeau flottant sous un ciel noir, l'ombre allongée projetée sur un sol irrégulier, autant de scènes qui, à elles seules, semblent irréfutables. Mais c'est précisément dans ces images, célébrées comme la preuve ultime de la conquête lunaire, que les conspirationnistes trouvent les indices les plus visibles de falsification. Détails négligés, incohérences visuelles et phénomènes physiques improbables font de ces photos l'un des fondements les plus attaqués par ceux qui doutent de l'authenticité de la mission. La première, et peut-être la plus célèbre, des suspicions concerne les ombres. Dans plusieurs images officielles, les ombres des astronautes, des drapeaux et des modules lunaires apparaissent dans des directions incompatibles. Théoriquement, la surface lunaire ne possède qu'une seule source de lumière, le Soleil. Dans un environnement à éclairage unidirectionnel, les ombres devraient être parallèles et cohérentes. Pourtant, de nombreuses photos montrent des ombres divergentes, croisées ou inclinées, suggérant la présence de sources multiples. Pour les analystes visuels qui soutiennent la théorie de la mise en scène, c'est une preuve claire d'éclairage artificiel, similaire à celui utilisé dans les grands studios de cinéma. La NASA répond que le relief irrégulier de la Lune peut déformer la perception des ombres et que l'objectif grand angle de la caméra contribue à cet effet. Cependant, lorsque ces mêmes lentilles sont testées dans des environnements contrôlés avec un seul point lumineux et un terrain irrégulier, les résultats ne reproduisent pas les incohérences visibles dans les photos originales. Pour beaucoup, cette explication reste insuffisante face à l'évidence du problème. Un autre point très critiqué est l'absence de sources lumineuses visibles dans les zones éclairées indirectement. Par exemple, dans certaines photos, le visage d'un astronaute est clairement visible, bien qu'il se trouve totalement à l'ombre, loin de toute lumière solaire directe. Comment une figure peut-elle être si bien éclairée s'il n'y a pas d'atmosphère lunaire pour diffuser la lumière, comme sur Terre? L'explication officielle est que le sol lunaire, très réfléchissant, suffirait à éclairer ces zones. Mais cela contredit des tests réalisés par des photographes professionnels, qui montrent que le régolithe lunaire est sombre et opaque et reflète bien moins que le sable terrestre. Autrement dit, il serait physiquement improbable de produire un tel éclairage dans l'environnement décrit par la NASA.
S'ajoutent à cela des interrogations sur la netteté et le cadrage des images. Les caméras Hasselblad utilisées par les astronautes n'avaient pas de viseur, ce qui signifie que toutes les photos ont été prises à l'aveugle, sans cadrage. Pourtant, les clichés sont étonnamment bien composés, avec une mise au point précise, une profondeur équilibrée et un cadrage digne de photographes professionnels. Cela alimente l'hypothèse que les photos n'ont pas été prises dans des conditions extrêmes, mais plutôt dans des environnements contrôlés, avec une direction photo qualifiée. Un autre aspect troublant concerne les reflets visibles sur les surfaces métalliques, comme les casques. Certains d'entre eux montrent des formes géométriques et des sources lumineuses qui ne correspondent pas au paysage lunaire supposé. Dans une photo célèbre du casque d'Aldrin, on distingue ce qui semble être une structure rectangulaire hors champ, quelque chose qui ne ressemble ni au module lunaire, ni à aucun équipement répertorié par la NASA. Pour les conspirationnistes, c'est la partie émergée de l'iceberg, une preuve involontaire que la scène a été filmée en studio avec des éléments de décor et d'éclairage accidentellement reflétés dans les combinaisons. Toujours à propos de l'éclairage, il est frappant de constater qu'aucune image de la Lune ne présente de contraste lumineux extrême entre le sol et le ciel. Étant donné que le ciel lunaire est un vide absolu et devrait apparaître totalement noir, les limites d'exposition sur les photos devraient être très marquées. Soit le sol est bien éclairé et le ciel surexposé, soit l'inverse. Pourtant, les images publiées semblent trop bien équilibrées, comme si la scène avait été éclairée de manière contrôlée et non soumise aux lois physiques strictes de l'espace. Un autre argument fréquemment avancé par les sceptiques concerne la profondeur de champ. Sur de nombreuses images, les objets au premier plan et à l'arrière-plan sont également nets, ce qui ne serait possible qu'avec des objectifs à ouverture extrêmement précise, généralement utilisés dans des productions cinématographiques professionnelles. La question est donc, comment une caméra fixée sur la poitrine d'un astronaute sans viseur, dans une combinaison pressurisée et en gravité réduite, a-t-elle pu capturer des images avec une telle précision technique? Pour la NASA, ces critiques relèvent de malentendus techniques et de la diffusion d'arguments pseudo-scientifiques. Pourtant, pour ceux qui croient que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, ces images sont plus qu'une preuve. Ce sont une erreur. À une époque de censure minimale, de contrôle total de l'information et d'euphorie collective, peu de gens avaient des raisons de douter. Mais des décennies plus tard, avec l'accès à des logiciels d'analyse, des experts indépendants et des outils de contraste, des détails autrefois invisibles ont refait surface. Peut-être que l'aspect le plus symbolique est le suivant. Toutes les photos de la mission ont été contrôlées, éditées et diffusées exclusivement par la NASA. Aucun photographe indépendant, aucune agence extérieure, aucun observateur international n'a participé à leur vérification. À une époque où la manipulation d'images analogiques était déjà possible et où la transparence n'était pas une priorité institutionnelle, faire une confiance aveugle à un seul narrateur relève au mieux de la naïveté. Et lorsque ce qui est en jeu est le plus grand exploit de l'histoire de l'humanité, de belles images suffisent-elles vraiment à convaincre? L'une des premières choses qu'un observateur attentif remarque en regardant les images de la mission Apollo 11, c'est une absence. Quelque chose qui devrait être là, mais qui, mystérieusement, n'apparaît nulle part. Les étoiles. Le ciel lunaire, décrit comme un vide absolu, sans atmosphère et d'un noir permanent durant le jour lunaire, devrait être un théâtre idéal pour l'observation des étoiles. En l'absence de nuages, de pollution lumineuse ou de distorsion atmosphérique, la Lune offre, en théorie, le meilleur point de vue pour contempler l'univers. Et pourtant, sur aucune des photos prises pendant la mission, on ne voit la moindre étoile. Ce constat soulève l'un des principaux doutes parmi les partisans de la théorie du complot. Pour eux, l'absence totale d'étoiles dans les images n'est ni une coïncidence ni une défaillance technique. C'est le résultat direct de scènes tournées en studio, où simuler un ciel étoilé aurait été trop complexe et risqué pour une mise en scène qui devait paraître irréprochable. Reproduire avec précision la position, la brillance et la densité de milliers d'étoiles, avec un éclairage contrôlé et des caméras analogiques, aurait été non seulement coûteux, mais aussi très vulnérable à des erreurs de continuité. Il était donc plus sûr de garder un fond noir uniforme et d'expliquer l'absence des étoiles par une limitation technique. L'explication officielle de la NASA est relativement simple. Les caméras étaient configurées pour capter les objets lumineux en premier plan. Les combinaisons des astronautes, le module lunaire, le drapeau,
et utilisait donc des temps d'exposition courts et des petites ouvertures, ce qui ne permettait pas de capter la lumière faible des étoiles. Sur le plan photographique, cela est techniquement plausible. Lorsqu'on photographie un objet très lumineux, l'arrière-plan sombre disparaît. Mais cette justification ne convainc pas tout le monde. Si tel était toujours le cas, alors aucune photo nocturne sur Terre ne montrerait d'étoiles, et ce n'est évidemment pas vrai. De plus, les astronautes ont affirmé plus tard avoir vu des étoiles depuis la surface de la Lune. C'est mentionné dans plusieurs interviews, documents officiels et archives de la NASA. Ils disent avoir observé des constellations, des planètes et même des scintillements spécifiques. Mais si les astronautes pouvaient en voir les étoiles à l'œil nu, pourquoi les caméras censées tout capturer ne les ont-elles pas enregistrées? Cette contradiction alimente l'idée que le décor a été volontairement simplifié et que l'absence des étoiles était un choix technique pour faciliter la mise en scène et non une limite technologique. Un autre élément renforce ce soupçon. Aucune mission Apollo n'a ramené de photos d'astronomie en pose longue depuis la surface lunaire. Compte tenu de la situation unique, des humains sur la Lune avec une vue dégagée sur le cosmos, on pourrait s'attendre à ce qu'une partie du projet ait inclus des observations du ciel profond. Mais cela n'a jamais été le cas. La NASA n'a jamais publié une seule image prise depuis la Lune visant à capturer les étoiles. Cette absence totale est, au minimum, intrigante. Il faut également rappeler que la photographie de l'époque n'était pas une science exacte. Les caméras utilisées lors d'Apollo 11 étaient des Hasselblad 500EL modifiés, avec des objectifs Zeiss et des pellicules Kodak Ektachrome. Bien que sophistiqués, ces équipements avaient leurs limites, notamment dans le réglage manuel de l'exposition dans un environnement extrême. Et pourtant, ils ont produit des images incroyablement nettes des astronautes, avec une mise au point, un contraste et une composition quasi parfaite. Pour de nombreux experts, il est contradictoire de dire que ces caméras étaient assez bonnes pour capturer un drapeau ondulant parfaitement, mais trop limitées pour capter la lumière d'une étoile. Certains avancent que l'absence d'étoiles est une erreur involontaire de la mise en scène. En voulant construire une scène lunaire artificielle, les producteurs auraient choisi un ciel noir uniforme, craignant que toute tentative de simuler un ciel étoilé puisse trahir l'illusion. Un simple astronome amateur, en comparant la position des étoiles avec la date et la localisation de la mission, aurait pu déceler des incohérences. Un ciel incorrect aurait été une preuve irréfutable de fraude. Un ciel vide, en revanche, peut toujours être justifié comme une limitation technique. Curieusement, d'autres missions spatiales en orbite basse, comme celle du télescope Hubble ou de la Station spatiale internationale, ont montré des images de l'espace avec des étoiles visibles, même avec des conditions d'exposition similaires à celles de la mission lunaire. Cela démontre qu'il est techniquement possible de capturer les étoiles dans des environnements extrêmes, pourvu qu'on s'y prépare. Le fait qu'aucune des 6 missions Apollo n'ait capturé d'étoiles de manière claire devient d'autant plus suspect. Enfin, il y a l'élément psychologique. L'absence d'étoiles contribue à une esthétique d'isolement et de solitude qui correspond à la narration de la conquête lunaire. Un ciel propre, noir, vide. Un homme seul, marchant là où personne n'avait jamais marché. Tout cela renforce le symbolisme de la scène, mais affaiblit sa crédibilité physique. Pour beaucoup, cette esthétique minimaliste est en réalité un décor soigneusement conçu pour maximiser l'impact émotionnel et minimiser les risques techniques. Et dans ce décor, les étoiles étaient un détail gênant, plus facile à supprimer qu'à justifier. Peu de symboles évoquent autant de puissance qu'un drapeau planté sur un territoire inexploré. Lorsque les États-Unis auraient planté leur drapeau sur la surface lunaire, ce n'était pas seulement un geste patriotique, c'était une déclaration de suprématie devant le monde entier. L'image de Buzz Aldrin à côté du drapeau étoilé, avec le tissu semblant flotter dans une atmosphère inexistante, est devenue l'icône de la victoire américaine sur les Soviétiques dans la course à l'espace. Mais c'est justement cette image qui a suscité l'un des soupçons les plus persistants et visuellement marquants de mise en scène. Comment le drapeau pouvait-il flotter dans le vide s'il n'y a pas d'air sur la Lune pour provoquer un tel mouvement? Sur Terre, un drapeau ne bouge que sous l'effet du vent, brise, courant d'air ou turbulence atmosphérique. Sur la Lune, selon la NASA, il n'y a pas d'atmosphère, ce qui exclut toute possibilité de mouvement provoqué par l'air. Pourtant, dans les images d'Apollo 11, le drapeau semble onduler, former des plis, et se déplacer visiblement lorsqu'il est manipulé,
comme s'il était secoué par une brise invisible. Pour les conspirationnistes, c'est une erreur élémentaire de décor. Les concepteurs de la scène ont tout simplement oublié que dans le vide, il n'y a pas de vent. En tournant en studio avec une ventilation normale ou un déplacement d'air, le tissu se comporterait naturellement. Et c'est précisément ce que montrent les enregistrements, selon eux. L'explication officielle de la NASA est technique. L'agence affirme que le drapeau a été conçu avec une tige horizontale en haut afin de le maintenir tendu et visible devant la caméra. Le tissu, une fois manipulé, aurait conservé ses plis initiaux en raison de l'absence d'atmosphère, c'est-à-dire que les ondulations resteraient figées dans la forme qu'elles ont prise lors de l'installation, sans lissage naturel, causé par la gravité ou le vent. En outre, lors de la fixation du drapeau, le mouvement du mât métallique aurait pu générer des vibrations dans le tissu, visibles à l'image. Cette vibration, selon la NASA, simulerait une ondulation, mais ne serait pas due à un courant d'air. Cependant, des analyses image par image des vidéos de la mission montrent des mouvements qui durent plusieurs secondes, avec des oscillations visibles même après que l'astronaute se soit éloigné du mât. Pour beaucoup, cela contredit l'explication officielle. Dans un environnement sans air, un drapeau mis en mouvement par contact physique devrait s'arrêter presque immédiatement, puisqu'aucun fluide gazeux ne prolonge l'énergie cinétique. Le fait que le drapeau continue de bouger lentement pendant plusieurs secondes est, selon les critiques, incompatible avec la physique du vide, mais tout à fait compatible avec celle d'un studio terrestre. Il y a aussi un détail technique rarement évoqué. Le drapeau a été planté dans le sol lunaire avec des gants pressurisés, des combinaisons spatiales volumineuses et une visibilité très limitée. Malgré ces difficultés, l'astronaute a réussi à déployer le drapeau, faire pivoter la tige et planter le mât verticalement dans le sol avec une étonnante dextérité. Pour de nombreux ingénieurs spatiaux, cette manœuvre serait extrêmement difficile en gravité réduite, avec une mobilité restreinte et sous stress opérationnel. Cela suggère que la scène aurait pu être chorégraphiée à l'avance dans un environnement terrestre, avec répétition et simulation contrôlée. Une autre critique fréquente concerne l'orientation du drapeau par rapport à la source de lumière. Sur certaines images, il semble éclairé de face avec des ombres projetées différemment de celles du module ou des astronautes. Cela suggérerait une source lumineuse artificielle, indépendante du Soleil, courante dans les studios de tournage, mais peu probable sur la vraie surface lunaire. L'intensité constante de la lumière réfléchie sur le tissu du drapeau à travers toutes les images ne correspond pas non plus à la variation attendue dans un lieu sans atmosphère pour diffuser la lumière. Il existe des enregistrements encore plus troublants. Lors de la mission Apollo 15, une séquence vidéo montre clairement le drapeau bouger avant même d'être touché, simplement lorsque l'astronaute passe à proximité. Dans un environnement lunaire réel, cela serait impossible, mais dans un décor de studio où le moindre déplacement d'air ou mouvement brusque peut affecter un tissu, ce comportement serait attendu. Bien que la NASA affirme que la vibration provient d'impacts indirects sur le sol, la synchronisation visuelle du mouvement renforce l'idée que le drapeau a réagi à des stimuli atmosphériques, c'est-à-dire terrestres. Curieusement, après les missions Apollo, la NASA a cessé de parler publiquement du drapeau. Sur les images les plus récentes prises par des sondes lunaires, comme celle de la mission LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, les drapeaux sont encore techniquement visibles, mais sans détail. L'absence de photographies modernes, avec un zoom suffisant pour les montrer clairement, alimente encore le scepticisme. S'ils sont bien là, pourquoi ne pas les photographier nettement? Et s'ils ne le sont pas, où sont-ils passés? Enfin, pour de nombreux théoriciens du complot, le cas du drapeau flottant est l'erreur la plus symbolique de toute la narration lunaire. Un détail minime, presque esthétique, mais qui trahit une vérité plus profonde. La précipitation à construire une image héroïque a laissé des traces. Et même si des millions ont applaudi ce moment comme apothéotique, le drapeau ondulant en silence fut peut-être le premier murmure révélant que, derrière la grandeur du geste, quelque chose ne collait pas. Quelque chose flottait, non pas avec le vent lunaire, mais avec le poids du doute. S'il existe une théorie du complot qui combine parfaitement les éléments de technologie, de pouvoir, d'art et de secret, c'est bien celle qui implique Stanley Kubrick, l'un des plus grands cinéastes de l'histoire, dans la prétendue mise en scène de l'arrivée de l'homme sur la Lune. Cette théorie, aussi absurde qu'elle puisse paraître à première vue, survit depuis des décennies avec une étonnante vigueur. Et ce n'est pas un hasard.
Elle ne repose pas uniquement sur des rumeurs. Elle est alimentée par des indices contextuels, des lacunes historiques, des comportements ambigus du réalisateur lui-même et surtout par la coïncidence troublante selon laquelle Kubrick a sorti, en 1968, le film 2001, L'Odyssée de l'espace, exactement 1 an avant l'alunissage d'Apollo 11, une œuvre si avancée visuellement qu'elle intrigue encore aujourd'hui les spécialistes des effets pratiques et de la photographie cinématographique. La théorie affirme ceci. Kubrick aurait été secrètement engagé par le gouvernement des États-Unis, probablement par la NASA ou des entités liées au département de la Défense, pour filmer les scènes qui seraient ensuite présentées au monde entier comme la véritable arrivée de l'homme sur la Lune. L'objectif ? Remporter une victoire symbolique sur l'Union soviétique dans la course à l'espace, même si les avancées technologiques réelles n'étaient pas encore suffisantes pour envoyer un homme sur le satellite naturel de la Terre. Pour beaucoup, cette mise en scène aurait été la seule façon de garantir l'impact politique et médiatique nécessaire sans risquer la vie des astronautes ou sans compromettre l'image des États-Unis en cas d'échec. 2001, l'Odyssée de l'espace est souvent citée comme une preuve indirecte de cette implication secrète. Sorti en avril 1968, le film présente des scènes de gravité zéro avec une rotation de caméra impeccable, des surfaces planétaires d'un réalisme saisissant et une ambiance spatiale qui, selon des cinéastes contemporains, ne pourrait pas avoir été réalisée avec un tel degré de perfection sans un accès à une technologie bien au-delà de ce qui était disponible pour le cinéma à l'époque. La fluidité des mouvements des acteurs dans le vaisseau, la texture de la surface lunaire représentée dans le film, les reflets dans les visières des casques, tout cela rappelle, de manière étrangement similaire, les images vues 1 an plus tard, prétendument depuis la Lune. Pour les conspirationnistes, ce n'est pas une coïncidence, c'est une répétition générale. Un autre point intrigue. Kubrick était reconnu pour son obsession du contrôle, de la perfection visuelle et du secret. Ses films étaient méticuleusement planifiés, et il travaillait souvent dans un isolement complet. Pendant et après le tournage de 2001, il a évité les apparitions publiques, a rarement accordé des interviews et n'a jamais parlé ouvertement de l'alunissage, bien qu'il ait toujours manifesté un profond intérêt pour la science, l'espace et la technologie. Pour beaucoup, ce silence n'est pas une simple discrétion. C'est une précaution imposée par des accords de confidentialité ou, selon les théories les plus audacieuses, par une véritable peur des représailles. La théorie est aussi alimentée par les supposés messages cachés insérés par Kubrick dans son film suivant, Shining, sorti en 1980. Les conspirationnistes croient que le réalisateur aurait utilisé ce film comme une confession codée de sa participation à la supercherie lunaire. L'indice principal se trouverait dans le pull porté par le jeune Danny, le fils du protagoniste, qui arbore un dessin de la fusée Apollo 11 et l'inscription USA. Dans le même film, il y a la fameuse chambre 237, supposément associée à la distance Terre-Lune, 237 000 miles, même si ce chiffre est inexact. La moyenne réelle est de 238 855 miles. Le symbolisme demeure. Les théoriciens affirment que tout l'environnement de l'hôtel dans Shining représente l'isolement mental de Kubrick après avoir participé à la plus grande mise en scène de l'histoire moderne. Aussi exagérée qu'elle puisse paraître, la théorie trouve encore d'autres appuis. Un prétendu ancien employé de la NASA, Bill Kaysing, qui travaillait comme rédacteur technique pour l'un des sous-traitants du programme Apollo, a affirmé dans les années 1970 que la NASA ne disposait pas de la technologie suffisante pour réaliser un alunissage habité en 1969. Dans son livre « We Never Went to the Moon », il suggère que les scènes ont été tournées en studio et que Kubrick était le seul réalisateur avec la compétence visuelle et technique pour orchestrer une telle production sans éveiller de soupçons. Sa thèse s'est répandue comme une traînée de poudre dans des magazines, documentaires et forums souterrains, surtout avec l'arrivée d'Internet. Il est important de souligner qu'aucune preuve concluante n'a jamais établi que Kubrick ait participé à une quelconque opération avec la NASA. Aucun document officiel, aucun témoin direct ne corrobore son implication. Mais pour beaucoup, ce silence est justement la preuve. Le style hermétique du cinéaste, combiné à la perfection esthétique de ses œuvres et à la proximité temporelle entre son film spatial et l'alunissage, sont perçus comme des coïncidences bien trop parfaites pour être de simples hasards. Et ce qui est le plus intrigant,
Même après sa mort en 1999, le nom de Kubrick reste lié au mystère lunaire. De nombreux documentaires et interviews manipulés, y compris une fausse confession vidéo d'un prétendu Kubrick, circulent sur Internet, mêlant satire et vérité, et maintenant vivante la flamme de cette théorie. Certains y voient un symptôme de notre méfiance collective face aux récits officiels. D'autres, plus sceptiques, y perçoivent un rappel de la puissance de l'art, si puissante qu'elle se confond parfois avec la réalité. Mais pour ceux qui croient que nous ne sommes jamais allés sur la Lune, Stanley Kubrick n'était pas seulement un génie du cinéma, il était le réalisateur d'un mensonge planétaire. S'il existe une institution dont le prestige mondial s'est construit sur des récits visuels et un contrôle absolu de l'information, c'est bien la NASA. Depuis sa fondation en 1958, l'Agence spatiale américaine est devenue non seulement un symbole de progrès technologique, mais aussi un véritable organe de propagande géopolitique pendant la guerre froide. Son rôle allait bien au-delà de l'exploration spatiale. Il s'agissait de gagner les cœurs et les esprits. Et au sommet de cette bataille narrative, en juillet 1969, la NASA a présenté au monde ce qui serait le plus grand exploit de l'humanité, l'alunissage. Mais le temps a été cruel envers cette narration. Ce qui semblait autrefois une épopée parfaite a commencé à révéler des fissures, certaines discrètes, d'autres flagrantes, et quelques-unes inexplicables. Parmi toutes les anomalies, l'une d'elles persiste comme l'une des plus stupéfiantes de toute l'histoire spatiale moderne. Les bandes originales de la transmission d'Apollo 11 ont disparu. Oui, vous avez bien lu. L'enregistrement brut, en haute qualité de la toute première fois qu'un être humain aurait posé le pied sur un autre corps céleste, a été perdu. Il n'existe ni copie, ni sauvegarde. Uniquement des versions de deuxième ou troisième génération, retransmises par des chaînes de télévision, qui ont capté le signal modulé avant de le rediffuser au public en qualité dégradée. Lorsqu'on a interrogé la NASA sur le sort de ces bandes, l'agence a déclaré que les enregistrements avaient été effacés pour être réutilisés. Oui, ils ont enregistré par-dessus ce qui serait le plus grand exploit de l'histoire de l'humanité afin de faire des économies de bandes. Pour beaucoup, cela relèverait de la comédie, si ce n'était pas aussi incroyablement suspect. Comment une institution milliardaire, avec des milliers d'ingénieurs et des archives rigoureusement contrôlées, perd-elle le matériau le plus précieux de toute son existence? Comment se fait-il que, parmi tant de données conservées des missions précédentes et suivantes, ce soit précisément l'enregistrement de l'alunissage qui ait été égaré, jeté ou écrasé? L'affaire devient encore plus étrange lorsqu'on découvre que la NASA a mis des décennies à reconnaître publiquement la perte. Le scandale n'a été officiellement révélé qu'en 2006, après une enquête ayant contraint l'agence à s'expliquer sur l'absence de ses archives. Mais la disparition des bandes n'est pas la seule faille dans cette narration soigneusement construite. Plusieurs transmissions de la mission Apollo 11, analysées à l'aide de techniques modernes de restauration d'images, révèlent des coupures brusques, des bruits incohérents, des pistes audio superposées et, dans certains cas, des effets visuels incompatibles avec la technologie de l'époque. Certaines séquences montrent des reflets lumineux qui défient toute logique physique. D'autres présentent des changements soudains dans la texture du sol lunaire, comme s'il y avait des défauts de continuité dans le décor. Les conspirationnistes affirment que ces imperfections ne sont pas dues aux limites technologiques de l'époque, mais à des erreurs de montage analogiques. Comme la manipulation numérique n'existait pas encore, le processus de montage s'effectuait physiquement, avec des lames de coupe et des collages de bandes magnétiques. Toute erreur, superposition mal faite, bruit mal synchronisé, variation d'exposition, pouvait compromettre la vraisemblance de la simulation. Et selon les sceptiques, c'est exactement ce qui s'est produit. Ces coupures sont les traces du studio. Il convient également de mentionner les témoignages d'ingénieurs ayant travaillé à la NASA pendant les missions Apollo, qui ont affirmé, des décennies plus tard, ne pas pouvoir garantir l'authenticité de tout ce qui était diffusé. De nombreux techniciens ne contrôlaient que des segments spécifiques du système de communication, sans vue d'ensemble sur ce qui était effectivement transmis au public. Cela signifie qu'il était possible de manipuler la transmission en temps réel, en alternant des signaux préenregistrés avec des images prétendument en direct, ou en appliquant des filtres et des délais pour corriger les erreurs à l'écran. En résumé, il existait un espace suffisant pour une édition contrôlée,
et une large marge pour une mise en scène. Un autre point opaque concerne les archives photographiques aux données incohérentes. Plusieurs images supposément prises sur la Lune présentent des numéros d'identification dupliqués, une chronologie illogique ou des métadonnées absentes. Certains négatifs originaux en existent tout simplement plus, et les versions numérisées montrent des modifications notables. La NASA attribue ces anomalies à la migration des archives, à la dégradation naturelle ou à une erreur humaine. Mais les conspirationnistes y voient une campagne systématique d'effacement et de contrôle de la vérité. Il faut aussi évoquer le cas du signal intermédiaire. La transmission d'Apollo 11 n'a pas été envoyée directement de la Lune vers les chaînes de télévision. Elle a d'abord été captée par des antennes de la NASA situées à des endroits stratégiques, comme la station de Honeysuckle Creek en Australie, convertie en signal télévisuel par un équipement intermédiaire, puis seulement retransmise en direct à la planète entière. Cela signifie que personne en dehors de la NASA n'a eu accès au signal original. Aucun journaliste, aucun scientifique indépendant, aucun observateur international n'a supervisé le contenu brut. Tout le récit visuel a été centralisé et contrôlé par une seule entité. Pour un exploit aussi monumental, la chaîne de preuves devrait être claire, publique et vérifiable. Mais dans le cas de l'alunissage, les enregistrements originaux ont disparu, les fichiers ont été modifiés, les négatifs perdus et les signaux filtrés. Pour ceux qui croient que tout cela est réel, ces faits sont de simples accidents bureaucratiques, des erreurs d'archivage ou des limites technologiques. Pour ceux qui doutent, ce sont le signe d'une fraude minutieusement orchestrée, puis soigneusement dissimulée. Car au fond, si la mission était authentique, pourquoi tant de choses auraient-elles été accidentellement perdues? Et si la vérité avait bien été enregistrée, pourquoi ne peut-elle être montrée dans sa forme d'origine? Derrière les images en noir et blanc et les paroles héroïques, il y a un silence qui dérange. Un silence magnétique, comme celui des bandes effacées, où réside peut-être la vérité que le monde n'a jamais eu le droit d'entendre. En septembre 2002, plus de 30 ans après le supposé alunissage, une scène inattendue a attiré l'attention des médias américains et ravivé le débat sur la véracité de la mission Apollo 11. Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, a été abordé par Bart Sibrel, un documentariste et théoricien du complot connu pour confronter les astronautes en les accusant directement d'avoir menti au monde entier. Sibrel a tenté de forcer Aldrin à jurer sur la Bible qu'il était réellement allé sur la Lune. La réaction du vétéran astronaute a été explosive. Il a asséné un coup de poing au visage de l'homme, devant les caméras. La vidéo est devenue virale et les interprétations ont fusé. Pour certains, un acte de légitime défense. Pour d'autres, une manifestation d'une culpabilité mal contenue. Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme de presque 73 ans, avec une carrière consolidée et un statut de héros national, à réagir avec violence à une simple accusation verbale? Serait-ce une simple lassitude face à des années de remises en question? Ou bien y aurait-il derrière ce coup de poing une réaction émotionnelle disproportionnée révélant quelque chose de plus profond, peut-être même d'inconscient? La psychologie humaine n'est pas une science exacte, mais des spécialistes affirment que les réactions impulsives sont souvent déclenchées par des émotions refoulées. Et dans le cas d'Aldrin, il existe suffisamment d'éléments pour soupçonner une charge mentale lourde à porter. Tout au long de sa vie après Apollo, Buzz Aldrin a montré une relation complexe à la célébrité. Il a lutté contre l'alcoolisme, traversé de graves épisodes dépressifs et vécu des périodes d'isolement. Dans des interviews données au fil des décennies, il montrait un malaise en évoquant la mission, éludant les questions ou mettant fin abruptement au sujet. Dans une interview célèbre des années 1990, il a même déclaré qu'il se sentait comme un imposteur, bien qu'il ait aussitôt précisé qu'il parlait de sa vie publique et non de la mission elle-même. Mais l'ambiguïté était restée. Et pour les conspirationnistes, ce type de langage involontaire est le symptôme d'un traumatisme caché, peut-être le poids d'avoir participé à un mensonge historique. L'incident avec Sibrel n'a pas été isolé. D'autres théoriciens du complot ont également relaté des rencontres avec Aldrin, et selon eux, l'astronaute réagissait avec hostilité ou par un silence total. Apparemment, Aldrin n'a jamais accepté de jurer sur la Bible qu'il avait marché sur la Lune, ce qui, selon les critiques, est curieux. Si la mission était réelle,
Pourquoi hésiter à se soumettre à une preuve symbolique de véracité? À l'inverse, les défenseurs d'Aldrin estiment qu'une telle exigence est offensante, une provocation sensationnaliste sans aucune valeur probante. Pourtant, un fait demeure. L'agression a eu lieu, et le refus de prêter serment aussi. Il est important de considérer le contexte de la personnalité d'Aldrin. Contrairement à Armstrong, qui s'est presque totalement retiré de la vie publique, Aldrin est resté actif, a écrit des livres, donné des conférences et participé à des émissions télévisées. Il semblait embrasser son image de héros. Mais paradoxalement, il montrait aussi une irritation extrême dès que sa crédibilité était remise en cause. Pour certains psychologues, cela ne relève pas seulement de la vanité. C'est une tentative désespérée de préserver une identité construite sur des bases fragiles. Les conspirationnistes voient dans cette réaction une porte ouverte sur quelque chose de plus vaste. Si la mission Apollo 11 avait été mise en scène, même partiellement, les astronautes auraient été les instruments d'un spectacle mondial. Et cela crée une dualité intérieure. D'un côté, la gloire, la reconnaissance, les manuels d'histoire. De l'autre, le secret, la pression institutionnelle, la peur d'être exposé. Vivre avec cette contradiction pendant des décennies peut engendrer des tensions émotionnelles profondes, qui éclatent dans des moments inattendus, comme lors d'un affrontement sur un trottoir d'hôtel. Il existe aussi une dimension juridique. Après le coup de poing, Buzz Aldrin n'a pas été poursuivi au pénal. Le parquet a refusé d'engager des poursuites, invoquant la légitime défense, puisque Sibrel s'était approché de manière insistante et provocatrice. Toutefois, pour beaucoup, cette décision révèle une volonté institutionnelle de protéger la figure d'Aldrin. En tant que héros national et symbole de la mission Apollo, toute procédure judiciaire aurait pu ouvrir la voie à des remises en question plus larges. Il valait mieux clore l'affaire rapidement et préserver la version officielle. Un autre aspect rarement discuté est le comportement des autres astronautes de la mission. Neil Armstrong, comme mentionné, a évité les apparitions publiques. Michael Collins, le pilote du module de commande, est également resté discret toute sa vie. Aucun des trois n'a jamais participé à des débats publics sur les théories du complot. Aucun n'a accepté de réfuter les sceptiques en direct à la télévision, ni de se prêter à des interviews contradictoires. La NASA, de son côté, n'a jamais organisé d'événements publics pour confronter la théorie de la supercherie lunaire avec transparence. Cette attitude d'évitement systématique renforce le récit conspirationniste. Celui qui détient la vérité n'a pas peur des questions. Ainsi, le coup de poing de Buzz Aldrin n'est plus seulement un geste physique, il est devenu un symbole de conflit entre mémoire et doute, entre récit et traumatisme. Un homme qui, face à un micro, a préféré parler avec ses poings. Une icône scientifique qui a refusé de répondre par des arguments. Pour certains, ce n'est que le reflet humain de la frustration. Pour d'autres, c'est le moment où la vérité a échappé par la fissure de la colère. Un instant de faiblesse ou de révélation. Pendant des décennies, le récit officiel de l'arrivée de l'homme sur la Lune a été soutenu fermement par les gouvernements, les institutions académiques et une grande partie de la communauté scientifique. L'idée que la mission Apollo 11 a atterri avec succès sur le sol lunaire était, et reste encore aujourd'hui, enseignée comme un fait incontestable dans les écoles, présentée comme la plus grande conquête de l'ingénierie humaine et symbole de progrès collectif. Pourtant, malgré cette aura d'unanimité, des voix techniques et scientifiques ont commencé à émerger discrètement, remettant en question certains aspects de la mission, non pas comme des curieux amateurs, mais comme des spécialistes ayant une connaissance approfondie des domaines concernés. Et nombre d'entre eux ont changé d'avis, silencieusement ou bruyamment. L'un des premiers cas notables fut celui de Bill Kaysing, ingénieur ayant travaillé comme rédacteur technique pour Rocketdyne, l'entreprise responsable des moteurs des fusées Saturn V. Kaysing fut l'un des premiers à formuler publiquement l'hypothèse, selon laquelle la NASA ne disposait pas de la technologie fiable nécessaire pour envoyer un homme sur la Lune en 1969. Dans son livre « We Never Went to the Moon », publié en 1974, il soulignait les échecs dans les tests, les incohérences dans les données techniques et, surtout, le silence institutionnel face à des contradictions évidentes. Bien qu'il ait été ridiculisé par une partie des médias, Kaysing est aujourd'hui considéré comme le père moderne de la théorie du faux alunissage. Au fil des années, des ingénieurs retraités de la NASA ou d'entreprises du secteur aérospatial
ont commencé à témoigner, certains anonymement, d'autres sur des forums alternatifs et quelques-uns dans des documentaires indépendants. Lors d'interviews données sous protection d'anonymat, des techniciens affirment que certaines parties des missions ont été simulées dans des environnements contrôlés par précaution et que certaines données ont été corrigées avant d'être diffusées au public. L'explication officielle: éviter la panique, préserver la morale nationale, maintenir le prestige international. Pour les conspirationnistes, cela ne veut dire qu'une seule chose: il y a eu manipulation, et elle était institutionnalisée. Le domaine de l'astronomie n'échappe pas non plus au doute. Philippe Lemoine, astrophysicien français, a publié sur son blog personnel une série de textes soulevant des interrogations sur l'éclairage des photos de la mission, le comportement des ombres, l'absence d'observations astronomiques durant le séjour lunaire et surtout le manque de rapports scientifiques détaillés sur les conditions célestes observées depuis la surface de la Lune. Selon lui, la NASA a négligé ou ignoré l'occasion de mener des expériences fondamentales en optique et spectrographie qui n'auraient pu être réalisées nulle part ailleurs que sur la Lune. Cette omission, écrit Lemoine, ressemble à un scénario trop verrouillé, où l'improvisation scientifique a étrangement disparu. Dans le monde universitaire, même si la majorité continue à défendre l'authenticité de la mission, certains physiciens et spécialistes en thermodynamique posent des questions sur la résistance des combinaisons spatiales, portées par les astronautes. Des études publiées dans de petites revues d'ingénierie thermique suggèrent que l'exposition directe au rayonnement solaire et aux variations extrêmes de température sur la Lune aurait nécessité des matériaux bien plus résistants que ceux disponibles à l'époque. La NASA elle-même, lorsqu'elle est interrogée dans des interviews techniques récentes sur les combinaisons Apollo, admet que la technologie exacte utilisée pour protéger les astronautes contre les micrométéorites et les radiations a été perdue ou non entièrement documentée. Une réponse pour le moins troublante, compte tenu de l'importance historique de la mission. De plus, des scientifiques spécialisés en géologie et en minéralogie ont également exprimé leur scepticisme. Les roches lunaires rapportées par les missions Apollo sont souvent citées comme preuve irréfutable de la présence humaine sur la Lune. Pourtant, de nombreux géologues indépendants soulignent que ces échantillons auraient pu être collectés par des sondes non habitées, comme les soviétiques l'avaient déjà fait auparavant. D'autres analyses affirment que beaucoup des roches présentées au public comme lunaires n'ont jamais été examinées indépendamment en dehors des laboratoires affiliés à la NASA. Dans un cas emblématique, une roche lunaire supposée, offerte à un musée néerlandais en 1969, s'est révélée des décennies plus tard être un morceau de bois fossilisé. Des experts en communication et en ingénierie de transmission ont également soulevé des interrogations. La capacité de transmettre un signal vidéo en temps réel depuis la Lune jusqu'à la Terre en 1969, avec une qualité étonnante et sans interruption, est perçue par de nombreux ingénieurs modernes comme peu probable. Bien que techniquement envisageable avec les moyens de l'époque, cela aurait exigé une synchronisation parfaite entre le signal, le décodage, la retransmission et la réception mondiale, un exploit devenu commercialement viable seulement plusieurs décennies plus tard. Le fait que cela ait été réalisé, et avec autant de succès, alimente l'hypothèse selon laquelle les images auraient été préenregistrées et rediffusées comme si elles étaient en direct, à la manière des retransmissions télévisées montées à l'avance. Il y a aussi les anciens employés de la NASA eux-mêmes, qui, après leur retraite, ont commencé à pas participer à des forums en ligne sous pseudonyme, s'engageant dans des débats sur les incohérences techniques des missions. Bien qu'ils révèlent rarement leur identité, ces profils démontrent une maîtrise technique poussée, un accès à des informations internes et une posture critique vis-à-vis du récit officiel. Certains ont même affirmé, dans des messages divulgués, que la NASA avait partiellement simulé certains éléments de la mission pour des raisons de sécurité nationale. Mais que signifie partiellement simulé? Et qu'est-ce qui a été simulé? Les images, les trajectoires, l'alunissage. Ces témoignages, bien que fragmentaires, forment une mosaïque déconcertante. Un tableau où l'unanimité commence à se fissurer, où des décennies de silence se transforment en murmures, et où l'autorité technique, autrefois inébranlable, se heurte au doute. La présence d'experts qui changent d'avis n'est pas une preuve directe de supercherie,
Mais c'est un indicateur puissant que l'histoire n'est peut-être pas aussi close qu'on le croit. Et lorsque ceux qui devraient être les garants du récit officiel commencent à douter, à reculer, à remettre en question, que reste-t-il de la vérité? Peut-être que ce que l'on croyait être un rocher solide de certitude n'est, en réalité, qu'un sol lunaire de sable mouvant, fragile, instable et dangereusement illusoire. Toute opération de grande envergure à l'échelle mondiale, surtout lorsqu'elle implique des gouvernements, des forces armées et des institutions scientifiques, possède une zone d'ombre. Un territoire où le contrôle du récit exige, au-delà des moyens techniques, des actions de répression silencieuses. Pressions invisibles, avertissements implicites, contrats de confidentialité stricts et parfois des mesures extrêmes. Dans le cas de la mission Apollo 11, s'il y a bien eu une mise en scène, l'opération ne s'est pas limitée à des caméras, des costumes et une retransmission en direct. Elle aurait nécessairement exigé la mise en place d'un cercle de silence absolu autour de la vérité. Et comme toute supercherie institutionnelle, celle-ci aurait pu laisser derrière elle des traces, sous forme de voix éteintes, de carrières anéanties et de personnes disparues après avoir trop parlé. L'un des cas les plus emblématiques est celui de l'ingénieur Thomas Ronald Barron, un auditeur embauché pour analyser les procédures de sécurité de la NASA après l'incendie fatal de la mission Apollo 1 en 1967. Barron rédigea un rapport de plus de 500 pages, détaillant des défaillances techniques, une négligence administrative et une manipulation des données internes. Il témoigna même devant le Congrès des États-Unis, affirmant que la NASA dissimulait des risques majeurs. Quelques jours plus tard, Barron, sa femme et sa fille moururent dans un accident de voiture, que la police décrivit comme circonstanciel. Le rapport original de 500 pages ne fut jamais retrouvé. Seul un résumé d'environ 50 pages fut remis aux autorités. Le reste du contenu demeure introuvable à ce jour. Pour les conspirationnistes, l'affaire Barron représente la première grande victime de ceux qui ont osé lever le voile sur les irrégularités de la NASA. Bien que formellement lié à Apollo 1, beaucoup pensent que Barron était sur le point de révéler des informations sensibles qui auraient mis en doute la faisabilité des futures missions, y compris Apollo 11. Sa disparition, combinée à la perte du rapport complet, est perçue comme un message institutionnel. Certaines vérités ne peuvent être dites. Un autre cas largement discuté est celui du lieutenant-colonel Virgil Grissom, l'un des premiers astronautes de la NASA et pilote désigné pour Apollo 1. Grissom critiquait ouvertement la sécurité des équipements et, selon ses proches, doutait de la capacité réelle de l'agence à envoyer un homme sur la Lune en toute sécurité. Lors d'une conférence, il alla jusqu'à accrocher un citron sur la capsule Apollo, symbole de son mécontentement. Peu de temps après, il mourut dans l'incendie qui tua l'équipage complet d'Apollo 1, une tragédie officiellement attribuée à un court-circuit. Pour les théoriciens du complot, sa mort fut plus qu'un accident. Ce fut une mise au silence. Il existe également des cas d'opérateurs radioamateurs à travers le monde qui ont affirmé avoir capté des transmissions manquantes ou non synchronisées durant la mission Apollo 11. Certains déclarèrent que le signal de la transmission principale ne correspondait pas au mouvement annoncé par la NASA. D'autres disent avoir intercepté des extraits de conversations entre astronautes qui ne figurent pas dans les transcriptions officielles. Beaucoup de ces témoignages furent ignorés ou tournés en dérision, mais certains des opérateurs disparurent simplement du débat, quittant les forums, abandonnant leurs recherches, voire changeant de pays. Dans des forums clandestins et des réseaux alternatifs de recherche, on trouve des récits de prestataires civils de la NASA contraints de signer des accords de confidentialité avec des clauses draconiennes, incluant la menace d'une peine de prison à perpétuité pour trahison. Bien que ces documents n'aient jamais été rendus publics, leur contenu est cité par d'anciens employés affirmant avoir reçu des avertissements répétés leur interdisant de parler des enregistrements internes, des séances de simulation ou des tests de transmission. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils ont vu ou entendu, ces sources se contentent de dire qu'elles en savent assez pour ne plus jamais en parler. La peur est palpable. Un autre élément renforçant l'hypothèse conspirationniste est l'absence totale de fuites structurées. En plus de 50 ans, aucun document officiel n'a été divulgué, aucun mémo interne, aucune bande confidentielle, ce qui, pour certains, prouve justement que le contrôle fut absolu.
À une époque où même des programmes d'espionnage ultra secrets sont révélés par des lanceurs d'alerte, l'absence totale de fuite lunaire est interprétée comme une preuve de répression extrême. Comme si le sujet lui-même était haut protégé par un pacte institutionnel inébranlable. Et lorsqu'une personne s'approche trop près de la vérité, le schéma de l'ostracisme apparaît. Les chercheurs qui publient des théories critiques sont qualifiés de fous lunaires, voient leurs bourses supprimées, leurs livres refusés par les éditeurs, leurs noms associés à la désinformation. Le monde académique, qui devrait encourager le débat, se referme dans un consensus absolu, et ceux qui questionnent sont exclus. Cette forme de persécution alimente l'idée qu'il existe une force coordonnée, non pour discuter, mais pour faire taire. Certains vont plus loin, affirmant que les services de renseignement militaires américains sont derrière la protection de cette version officielle. La présence de l'USAF, l'armée de l'air américaine, dans le contrôle des communications, l'implication d'agences comme la NSA et le financement de la mission via des budgets inaccessibles à l'audit suggèrent une opération dépassant largement le cadre civil. Si fraude il y a eu, elle ne fut pas seulement médiatique, elle fut stratégique, militarisée et peut-être irréversible. Ainsi, le silence autour d'Apollo 11 n'est pas seulement un vide de preuves, c'est pour beaucoup la plus éloquente des évidences. Un silence qui coûte cher, qui exige des sacrifices, qui efface des pièces du puzzle sans laisser de traces. Un silence qui, loin d'éteindre le débat, le perpétue, comme un écho provenant du vide lunaire lui-même, où la vérité n'a jamais été dite, ou n'a jamais été permise. Le 20 juillet 1969, le monde entier s'est arrêté devant un exploit télévisuel sans précédent, la retransmission en direct du premier homme marchant sur la Lune. Environ 600 millions de personnes, selon les estimations de l'époque, ont assisté à un événement d'une portée mondiale, diffusé en temps réel avec audio et vidéo synchronisés, capté depuis une distance supposée de 384 000 km de la Terre. En pleine guerre froide, sans Internet, sans satellite de communication géostationnaires efficaces, et avec une infrastructure globale encore rudimentaire, la NASA aurait réussi, du moins selon le récit officiel, la transmission la plus nette, stable et synchronisée de toute l'histoire de la télévision. Mais sur le plan technologique, était-ce réellement possible, en 1969? Pour comprendre les limites techniques en jeu, il faut d'abord examiner les moyens disponibles à l'époque. Les transmissions télévisées en direct étaient encore balbutiantes, même dans les grandes métropoles. Les images de la Lune n'ont pas été envoyées directement au foyer. Elles étaient d'abord captées par des stations terrestres de la NASA situées à des points stratégiques du globe, comme le centre de Honeysuckle Creek et le radiotélescope de Parkes, tous deux en Australie. De là, les signaux étaient convertis dans des formats compatibles avec la télévision terrestre, réenregistrés, puis retransmis via des antennes régionales. Ce processus impliquait compression, réencodage et redistribution. Le tout à une époque où les ordinateurs utilisaient encore des bandes magnétiques et des cartes perforées. La NASA reconnaît elle-même que le signal original d'Apollo 11 était de basse résolution et transmis dans un format spécial appelé SSTV, Slow Scan Television. Ce signal était incompatible avec les téléviseurs traditionnels. Ce que le public mondial a vu en réalité était une capture vidéo de l'écran affichant le signal SSTV converti à l'aide d'une simple caméra. Autrement dit, le direct mondial n'était pas un flux en provenance directe de la Lune, mais une image d'écran retransmise avec un léger délai et déjà fortement altérée. Malgré cela, la clarté et la synchronisation surprirent même les standards de l'époque. Les partisans de la théorie conspirationniste affirment que cette structure technique aurait été hautement improbable dans un tel contexte. Le système comportait plusieurs couches de risques. Distance extrême, délai naturel du signal, environ 1,28 secondes entre la Lune et la Terre, interférences électromagnétiques, courbure terrestre, limite de réception analogique et surtout la fragilité des équipements embarqués sur Apollo 11 dont l'ordinateur de bord était moins puissant qu'une simple calculatrice moderne. Même dans un scénario technique optimal, le signal lunaire aurait dû être sujet à de nombreuses interruptions, à des bruits intenses et à des pertes de données, ce qui ne s'est jamais produit lors de la diffusion historique. Autre point critique, la source d'énergie et la puissance de l'antenne. Apollo 11
utilisait une antenne à haut gain devant être orientée manuellement vers la Terre avec une extrême précision, alors même que le module lunaire affrontait des instabilités d'atterrissage et des mouvements d'ajustement. Pour maintenir le faisceau parfaitement dirigé, les astronautes devaient opérer avec une précision parfaite, sans logiciel moderne, sans correction automatique et en portant des combinaisons massives limitant leur mobilité. Comment cette antenne a-t-elle pu maintenir un signal constant, stable et fonctionnel pendant toute l'opération? Pour les sceptiques, il s'agit d'une énigme technique jamais résolue. De plus, le son transmis depuis la Lune était clair, net et presque sans interférence, bien qu'il provenait de micros rudimentaires intégrés au casque, sans isolation phonique. De nombreux ingénieurs du son trouvent étrange que les voix soient aussi équilibrées, alors que les astronautes étaient essoufflés, enfermés dans des combinaisons pressurisées, et que le son était censé être étouffé par le casque. L'explication officielle évoque des filtres électroniques et une compression du signal audio. Pourtant, des enregistrements modernes réalisés avec un équipement comparable, dans des conditions contrôlées, présentent des parasites absents des enregistrements originaux de la Lune. Autre élément intrigant, le délai de transmission. Théoriquement, tout signal en provenance de la Lune doit mettre environ 1,28 secondes pour atteindre la Terre. Pourtant, dans de nombreux extraits de la retransmission d'Apollo 11, les réponses entre le centre de Houston et les astronautes sont quasi instantanées, comme si cette latence n'existait pas. À plusieurs reprises, les techniciens répondent immédiatement après les paroles des astronautes, ignorant totalement le délai naturel. Les experts en télécommunications appellent cela une incohérence de latence, un phénomène courant dans des contenus préenregistrés ou édités, mais incompatible avec une véritable diffusion en direct. Pour les conspirationnistes, cette anomalie constitue une nouvelle preuve que le contenu a été préproduit, monté, puis diffusé comme s'il était en temps réel. Une autre question se pose. Pourquoi la NASA a-t-elle effacé les bandes originales SSTV de haute qualité? Si elles étaient uniques, historiques et impossibles à reproduire, pourquoi les avoir réutilisées ou détruites? L'agence spatiale évoque une erreur administrative et le besoin d'économiser de l'espace de stockage, ce que beaucoup jugent inacceptable pour un événement aussi monumental. Pour les sceptiques, cela équivaut à une destruction délibérée de la seule preuve technique, capable de valider ou de discréditer la transmission. Enfin, une réflexion s'impose. La mission Apollo 11 fut, selon le gouvernement américain, le plus grand exploit de l'humanité. La première fois que l'homme a marché sur un autre corps céleste, un moment d'unité planétaire. Si cela est vrai, pourquoi une telle dépendance à des signaux indirects, des caméras intermédiaires et des récits de seconde main? Pourquoi la diffusion d'un événement si crucial a-t-elle été réalisée avec un temps de fragilité technique et de complexité, mais avec un succès quasi magique? Pour les défenseurs de l'authenticité, tout reste dans les limites de la technologie de l'époque. Pour les conspirationnistes, la réponse est plus simple et bien plus troublante. Les transmissions de la Lune n'étaient pas en direct, car personne n'y a jamais mis les pieds. Parmi toutes les questions qui entourent la théorie de la supercherie lunaire, une s'impose avec une force écrasante. Si l'alunissage a réellement été truqué, pourquoi l'Union soviétique ne l'a-t-elle pas dénoncé? En plein cœur de la guerre froide, à une époque où chaque victoire technologique ou militaire était exploitée comme une arme de propagande, il serait logique de penser que toute tentative des États-Unis de tromper le monde aurait été immédiatement dévoilée par Moscou. Pourtant, cela ne s'est jamais produit. Aucune accusation officielle n'a été formulée par le Kremlin. Aucun article n'a été publié dans la presse d'État soviétique. Bien au contraire, il y a eu silence, un silence troublant. Et c'est précisément ce silence qui devient, entre les mains des conspirationnistes, l'un des éléments les plus dérangeants, indiquant qu'il y avait beaucoup plus derrière ce que le public a vu. Pour comprendre ce contexte, il faut se rappeler que la course à l'espace était une extension directe de la rivalité idéologique entre les États-Unis et l'URSS. Depuis le lancement de Spoutnik en 1957, les Soviétiques étaient en tête. C'est eux qui ont placé le premier satellite en orbite, envoyé le premier être vivant dans l'espace, la chienne Laïka, et mis le premier homme en orbite terrestre, Youri Gagarin. Pendant plus d'une décennie, ils dominaient les gros titres grâce à des exploits de plus en plus audacieux. Pourtant, soudainement, les États-Unis
non seulement les rattrapent, mais les surpassent avec un exploit apparemment impossible: faire marcher un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf. Le tout dans une mission techniquement parfaite, retransmise au monde entier et acceptée sans contestation par leur principal rival. Les théoriciens du complot suggèrent que l'Union soviétique savait que c'était une fraude et a choisi de garder le silence. Pourquoi? À cause d'un accord tacite ou explicite entre les deux superpuissances, basé sur l'idée que dénoncer la supercherie américaine révélerait également les faiblesses du programme soviétique. Après tout, l'URSS n'a jamais réussi à envoyer un cosmonaute sur la Lune. Ces missions habitées sont restées en orbite terrestre, et le programme lunaire habité a été brusquement annulé sans explication claire. Les fusées N1, équivalentes au Saturn V américain, ont échoué à chaque tentative de lancement. Révéler que les Américains avaient menti aurait donc été admettre que les Soviétiques avaient perdu face à une mise en scène, une humiliation encore plus grande. De plus, il existe des indications selon lesquelles les services de renseignement des deux pays entretenaient des canaux de communication parallèles, même au milieu de la tension idéologique. Des documents déclassifiés de la guerre froide montrent que Soviétiques et Américains collaboraient discrètement sur des sujets comme le contrôle des armements, l'espionnage scientifique et l'utilisation pacifique de l'espace. Dans ce contexte, il n'est pas impossible qu'un accord de non-affrontement ait été discrètement conclu, surtout s'il concernait quelque chose d'aussi sensible que la crédibilité mondiale. Maintenir l'illusion de la conquête lunaire aurait pu servir les intérêts des deux camps, en préservant un certain équilibre symbolique pendant la guerre froide. Un autre facteur crucial est le contrôle total de l'information en Union soviétique. Le régime maintenait une censure stricte, et tous les médias étaient contrôlés par l'État. Si le Kremlin avait jugé que dénoncer la fraude américaine n'était pas stratégique, aucune information n'aurait été autorisée à atteindre le public. Et le peuple soviétique, tout comme le peuple américain, vivait dans une réalité construite, où les victoires de l'ennemi étaient peut-être suspectes, mais jamais officiellement remises en question. Certains chercheurs indépendants affirment que le KGB aurait pu collecter des preuves de la mise en scène américaine et les utiliser comme monnaie d'échange dans des négociations secrètes. Il existe des témoignages de diplomates soviétiques ayant bénéficié de faveurs particulières dans des accords internationaux peu de temps après la mission Apollo 11. Une simple coïncidence? Peut-être. Mais pour les conspirationnistes, ce sont un des indices montrant que la connaissance de la fraude aurait été utilisée comme levier géopolitique. Au lieu d'exposer l'ennemi, le Kremlin aurait préféré négocier dans l'ombre et récolter les bénéfices. Il y a aussi ceux qui pensent que l'URSS elle-même aurait simulé certains de ses propres exploits spatiaux et que par conséquent, elle n'avait pas la légitimité morale pour accuser les Américains. Si cela est vrai, alors les deux nations auraient été prises dans un pacte de silence mutuel, un théâtre mondial où chacun connaissait les illusions de l'autre. Dans cette optique, la mission Apollo 11 ne serait qu'un acte supplémentaire dans une pièce géopolitique où l'important n'était pas la vérité, mais la narration. Enfin, un dernier argument d'ordre psychologique. Admettre avoir été dupé aurait été politiquement intenable pour l'URSS. La propagande soviétique reposait sur l'idée que l'Occident était décadent, manipulateur et menteur. Si les États-Unis avaient truqué l'alunissage et que l'URSS avait cru à cette illusion et laissé son peuple y croire, cela aurait pu miner la légitimité du régime soviétique lui-même. Il valait mieux laisser le mythe intact et détourner l'attention vers d'autres priorités narratives, comme l'exploration de Mars, la construction de la station Mir ou les futures coopérations spatiales. Ainsi, pour les théoriciens du complot, le silence soviétique n'est pas un signe d'approbation, c'est un signe de complicité, un silence stratégique, négocié, volontaire. Un silence qui, comme tant d'autres dans cette histoire, parle plus fort que n'importe quel mot. Entre ceux qui défendent l'authenticité de l'arrivée de l'homme sur la Lune et ceux qui y voient même l'une des plus grandes mises en scène de l'histoire, il existe une troisième couche, plus profonde et philosophique. Pourquoi tant de personnes continuent-elles à croire à la théorie du complot? Qu'y a-t-il de si puissant dans l'idée que tout cela aurait pu être un mensonge soigneusement orchestré? Et, peut-être plus important encore, qu'avons-nous à gagner, en tant qu'individus et société, en entretenant ce doute?
La réponse ne réside pas uniquement dans les faits techniques, les ombres mal orientées ou les transmissions suspectes. Elle se trouve dans le besoin humain de comprendre le monde au-delà des versions officielles. Nous vivons une époque marquée par la méfiance. Les gouvernements mentent, les entreprises dissimulent des vérités, les médias choisissent ce qu'ils montrent. La pandémie de désinformation, paradoxalement, naît de l'excès d'information et de la perception croissante que la vérité est souvent une marchandise négociable. Dans ce contexte, les théories du complot ne sont pas seulement des accusations, mais des formes de résistance. Résistance au monopole narratif, à l'obéissance aveugle, à l'acceptation passive des récits dominants. La théorie de la supercherie lunaire offre une occasion unique. Remettre en question le symbole suprême de la victoire occidentale au XXe siècle. Il ne s'agit pas seulement de douter d'un alunissage, mais de tout ce qu'il incarne. Suprématie technologique, vérité institutionnelle, héroïsme incontesté. En remettant en cause l'alunissage, beaucoup ne défient pas uniquement la NASA. Ils défient l'ensemble de la structure de l'autorité et du pouvoir. Ils déclarent « S'ils ont menti sur ça, ils ont peut-être menti sur tout ». Ce type de méfiance ne naît pas dans le vide. Il émerge de l'observation de schémas récurrents. Guerre basée sur des mensonges, expériences secrètes menées sur des populations vulnérables, manipulations médiatiques avérées. Des exemples comme le projet MK-Ultra, l'expérience de Tuskegee ou l'opération Northwoods, tous bien réels, ont appris au public qu'il ne s'agit pas seulement d'une possibilité que les gouvernements mentent, mais d'un comportement systémique. Dans ce contexte, l'alunissage devient simplement une autre histoire à déconstruire. La croyance en une conspiration offre également quelque chose d'émotionnel, un sentiment d'appartenance. Ceux qui remettent en cause la version officielle trouvent des communautés où ils peuvent exprimer leurs doutes, sans être censurés. Forums, groupes privés, documentaires alternatifs, tout cela crée un espace de solidarité autour d'un but commun, la quête d'une vérité plus profonde. Même si cette vérité demeure insaisissable, le simple fait de la chercher renforce les liens et forge des identités. Il y a aussi un gain plus subtil, l'émancipation intellectuelle. Douter de l'alunissage exige de la recherche, un esprit critique, l'analyse d'images, la lecture de rapports techniques, la compréhension de concepts en physique et en ingénierie. Même si la conclusion reste controversée, le processus lui-même transforme les individus en acteurs de la réalité, et non plus en simples consommateurs de récits officiels. Dans un monde de plus en plus vertical, où les décisions viennent d'en haut, remettre en cause l'arrivée de l'homme sur la Lune devient un acte d'autonomie. Bien sûr, il existe des risques. Une foi aveugle dans toutes les conspirations peut mener à un scepticisme absolu, au rejet de la science et à l'isolement social. Mais ce danger ne doit pas occulter la question essentielle. Qui contrôle ce que nous considérons comme réel? En refusant la version officielle de la mission Apollo 11, les conspirationnistes réclament que la réalité soit constamment prouvée, et non simplement affirmée. Et cela, quelle que soit la conclusion finale, constitue un réflexe sain dans un monde où les mensonges bien racontés deviennent souvent l'histoire dominante. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si l'homme est allé ou non sur la Lune, mais plutôt, pourquoi ce doute dérange-t-il autant? Pourquoi déclenche-t-il tant de colère, de sarcasme, de censure ou de mépris? Peut-être parce qu'en le posant, on risque de tirer un fil qui défait tout un tissu narratif cousu avec soin depuis des décennies. Un fil qui relie la science, la politique, les médias et le pouvoir, et qui, une fois tiré, ne peut plus être ignoré. La théorie du complot, dans ce cas, ne concerne pas seulement un événement. Elle concerne notre nature même en tant que civilisation, et ceux qui osent poser les questions que personne n'ose formuler. 50 ans après l'alunissage, nous en parlons encore avec ferveur. Nous utilisons encore ces images comme référence de conquête, sa phrase emblématique comme citation de motivation, son récit comme un jalon civilisationnel. La mission Apollo 11 a dépassé le simple fait historique pour devenir un mythe moderne. Mais comme tout mythe, sa puissance ne réside pas seulement dans ce qui s'est produit, mais dans ce que nous croyons qu'il s'est produit. Et c'est précisément là que réside la force du doute. Il ne s'agit pas simplement de se demander si l'homme a marché sur la Lune, mais de comprendre pourquoi cette question résonne encore. C'est parti tout. Dans un monde où la technologie est omniprésente, où chaque instant est filmé par des smartphones,
où des sondes scrutent l'espace en haute définition, il est étonnant de constater que plus aucune mission habitée n'a foulé le sol lunaire depuis 1972. Malgré tous les progrès accumulés, pourquoi n'avons-nous pas répété ou surpassé cet exploit? Pourquoi les projets de retour sont-ils toujours repoussés, reconfigurés, réimaginés? L'absence de nouvelles missions habitées, un demi-siècle plus tard, ne remet pas en cause Apollo 11, mais la rend chaque jour plus solitaire, presque irréelle. Et les mythes solitaires sont faciles à idéaliser ou à déconstruire. La frontière entre l'exploit et la supercherie ne réside pas seulement dans les documents ou les images. Elle repose sur le pacte collectif de foi technologique que nous avons scellé avec nos gouvernements, nos institutions, nos récits. Apollo 11 est plus qu'un simple atterrissage. C'est un symbole. Et les symboles, lorsqu'ils sont menacés, suscitent des réactions émotionnelles violentes. C'est pourquoi la simple question « et si ce n'était pas réel ?» provoque du mépris, du sarcasme ou de l'indignation. Ce n'est pas un simple doute sur un événement, c'est un affront au cœur d'un système de croyances. Mais au fond, est-ce que cela change quelque chose? Si l'homme n'a jamais marché sur la Lune, en quoi cela affecte-t-il nos vies aujourd'hui? Beaucoup diront que cela n'a pas d'importance, mais d'autres répondront sans hésiter « si », car la vérité compte. Parce qu'un monde bâti sur des mensonges, même inspirants, est un monde vulnérable à la manipulation. Et parce que, au fond, si Apollo 11 était une mise en scène, cela signifie que nous avons été capables de créer, en studio, le plus grand spectacle de l'histoire moderne, et d'y croire pendant des générations. Cela ne parle pas uniquement de la NASA ou du gouvernement américain. Cela parle de nous, de notre besoin de croire, de notre tendance à faire confiance à ce qui est répété avec conviction, et de notre peur de contempler l'abîme entre la réalité et sa version officielle. Cela dit, peut-être qu'Apollo 11 a accompli sa mission, qu'elle ait été réelle ou non. Elle a uni des nations, inspiré des générations de scientifiques, motivé de véritables découvertes, forgé des icônes, créé des souvenirs. Et peut-être que cela suffit déjà. Mais peut-être avons-nous aussi besoin d'apprendre à célébrer les vrais exploits, et non les versions chorégraphiées. Et pour cela, une seule voie est possible, celle du doute. Le doute qui questionne, qui cherche, qui fouille, là où d'autres ont cessé de creuser. Le doute qui dérange mais qui aussi libère. La mission Apollo 11, qu'elle soit authentique ou fictive, nous invite à lever les yeux vers le ciel. Mais la théorie du complot qui l'entoure nous pousse à regarder en nous-mêmes, vers ce que nous acceptons sans broncher, vers ce qu'on nous vend comme incontestable, vers ce que nous refusons d'interroger de peur de paraître fou, naïf ou subversif. Et s'il y a une conquête vraiment grandiose dans ce débat, c'est peut-être celle-ci, reconquérir le droit au doute. Car au bout du compte, entre le mythe et la mission, entre le spectacle et l'histoire, la vérité demeure en orbite, silencieuse, intouchée, et en attente de celles et ceux qui osent encore la chercher. Si vous avez écouté jusqu'ici, dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez. Et surtout, que pensez-vous de cette théorie? L'homme a-t-il réellement marché sur la Lune? Ou cette histoire est-elle tout simplement trop belle pour être vraie? Partagez votre avis avec respect, curiosité et ouverture d'esprit, car cette chaîne est faite pour ceux qui écoutent, questionnent et s'éveillent. Si ce contenu vous a plu, laissez un like. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos et activez la cloche pour continuer à explorer les théories du complot, les plus célèbres, comme les plus secrètes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.